Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Quand nostalgique rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. L'année dernière, quasiment à la même période, on avait testé une console de jeu Android, la JXD S5110, qui était une console de première génération concernant les consoles Android. Et le constat à la fin de cette vidéo avait été le suivant: c'est pas mal, mais il y a du progrès à faire. Le produit souffrait de beaucoup d'erreurs de jeunesse, il y avait des problèmes d'écran, il y avait des problèmes de contrôle, la croix directionnelle coupée en deux, ou le stick analogique était bidon. Et puis bien sûr, ça manquait cruellement de puissance. Un an s'est écoulé, et 2 générations plus tard, est-ce que ces consoles valent désormais le coup d'être achetées? Eh bien c'est ce que nous allons tenter de déterminer aujourd'hui en testant ensemble une nouvelle console de chez JXD, la S7800B. C'est parti! Vous vous souvenez de l'emballage de la JXD S5110? Il était relativement sobre, avec un fond blanc, un petit peu appleien, on va dire. Eh bien vous pouvez tout oublier, c'est fini. La sobriété est rentrée chez elle et a laissé place à ça. Voici l'emballage de la JXD S7800B. Waouh! Le moins qu'on puisse dire, c'est que le sobre a laissé place au racoleur. Et d'ailleurs, l'emballage est vraiment très grand. Beaucoup plus grand que celui de la 5110. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de cadrer plus haut. Oh là là là, magie. Voilà, je pense que sous cet angle, ça va être un petit peu plus facile pour vous de voir l'emballage. Très grand emballage, donc. Pas très épais, par contre. JXD a dit adieu aux boîtes un peu façon iPhone, qui sont aussi profondes que larges. Et cette fois-ci, on a une boîte qui fait plutôt penser à celui... Quand j'ai vu l'emballage, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à la boîte d'une carte graphique qu'on aurait achetée rue Montgallet, vous voyez. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur la face avant. Il y a le logo JXD, le nom de la console. Ici il y a un petit baratin, quad-core Smart Game Console. Smart, j'imagine que c'est pour jouer sur le terme smartphone. Et game console, console de jeu. Bon, quad-core est répété 2 fois. Hein. On tient à ce que vous soyez sûr que vous ayez bien compris qu'il y a un quad-core à l'intérieur. Hein. Retenez-le bien, hein. Quad-core. Ok, donc on voit un monsieur qui jaillit de l'écran, n'est-ce pas, ce qui est complètement absurde puisque cette console n'est pas du tout équipée d'un écran 3D. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est que monsieur regarde par là et tire avec son flingue par là. Ça c'est certainement les raisons des enlisements de conflits, vous voyez. Bon voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur la face avant. Sur les côtés, il y a des icônes en haut et en bas, mais on va y revenir dans un instant. Et de chaque côté, on peut lire quad-core Smart Game Console et l'URL du site web de JXD à Hong Kong. Alors pourquoi je parle pas des icônes sur les côtés? Parce qu'il y a les mêmes derrière. Voilà, donc on va regarder ça en détail. On a quad-core. Allez, encore une petite fois pour être sûr que vous ayez bien compris. Quad-core, hein, vous avez bien compris, hein. Android 4.2.2, un écran de 7 pouces IPS en 1280 par 800, ça ma foi a l'air plutôt pas mal. À titre de comparaison, la JXD 5110 n'avait que 5 pouces et c'était un écran à dalle TN et je crois que sa résolution était quelque chose comme 800 par 480, un truc comme ça, enfin, c'était beaucoup moins bien. On a un écran qui est capacitif, encore un progrès, la 5110 était résistive, 5 points de contact, 8 Go de mémoire, ça c'est un petit peu juste, par contre c'est dommage que je n'ai pas eu un petit peu plus. Double caméra, ça c'est vraiment le truc qui sert à rien. Double joystick, USA CTS, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire USA CTS. USA j'imagine ça veut dire qu'ils sont fabriqués aux États-Unis, mais CTS, mystère. Enfin ça doit être bien puisqu'il le marque en gros. Hein. HDMI en 1080 en sortie, Wi-Fi BGN, par contre il n'y a pas de Bluetooth. On a 12 émulateurs. Alors en fait, ils ont mis des APK dans la console, mais rien ne vous empêche d'installer les vôtres. Hein. Vous n'êtes pas limité à ces 12-là, bien entendu. Button mapping, il y a un petit logiciel de mapping des touches, on verra ça en détail tout à l'heure. Et puis un Free Game Center qui est en fait une sorte de market. Je passe vite sur l'emballage, hein, on va pas s'attarder davantage parce que souvent les gens me reprochent de trop baratiner là-dessus. Donc on va directement embrayer avec l'unboxing. C'est parti. Donc la présentation est assez classe, il y a 2 compartiments, on va d'abord regarder le petit. Donc là-dedans on a, alors j'ai déjà un petit peu ouvert, hein, c'est pour ça que c'est un peu dépioté, on a l'adaptateur secteur qui est plutôt de bonne qualité.
Rien à reprocher là-dessus. C'est une prise standard, donc si un jour vous le grillez, vous pouvez toujours en acheter un autre. Attention, il crache quand même 2 ampères. Il faudra trouver un adaptateur suffisamment balèze pour le remplacer. Et c'est surtout autre chose, le seul moyen de recharger la tablette. Inutile d'essayer de se mettre en micro USB ou autre, ça marche pas. J'ai essayé avec un chargeur de Galaxy Note. Ça recharge pas. Hein. Le micro USB, c'est juste pour brancher à l'ordinateur, basta. Donc ça, voilà. On a la petite notice qui est assez succincte, qui est tout en anglais, mais qui est plutôt pas mal foutue. Et ce qui est surtout intéressant, c'est le diagramme ici, puisque ça m'a permis d'apprendre notamment que le petit trou ici sur le dessous correspond en fait à un micro. Vous voyez, c'est marqué là, micro pour l'enregistrement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 1, parce que si vous faites des recherches Google Vocal, par exemple, ça va marcher. Et 2, parce que ça veut dire que l'émulateur de DS, par exemple, pourra fonctionner avec des jeux qui nécessitaient la reconnaissance vocale, comme le programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima, par exemple. Bon, assez moche quand même la notice. Hein. Giggs aurait pu faire un petit effort, je sais pas, faire un petit booklet plutôt que ce truc plié en 12. Dommage. C'est le genre de petits détails qui peuvent faire plaisir. Un petit manuel, on aime bien feuilleter les manuels. Hein. Donc ici on a 2 cordons qui sont emmêlés, je vais essayer de les séparer, voilà. Alors celui-ci bah, c'est de l'USB vers micro USB, tout à fait banal, il n'y a rien à dire. Câble de bonne qualité, encore une fois, bonne surprise. Et puis ça c'est intéressant et c'est quand même gentil de la part de JXD, il nous glisse dans la boîte un petit câble OTG. Donc ça on le branche à la console et ça nous donne une prise USB, on peut mettre une clé USB, une prise Ethernet, enfin tout un tas de choses. On peut même brancher un clavier ou une souris ou pourquoi pas une manette de jeu, ce qui permettra de jouer à 2. Ça peut être pas mal. Bonne idée. Merci d'avoir intégré ça. On a un casque stéréo qui est vraiment très cheap. Je sais pas si ça se voit. Voilà, la caméra a fait le point dessus. Merci beaucoup. Il y a des petites choses décrites. Écoutez avec précaution, conduisez prudemment. Je sais pas si c'est la loi qui impose dans certains pays de marquer ça. C'est bizarre, c'est intéressant. Il y a quand même le petit logo JXD hein, sur le casque, donc il y a un petit souci du détail, mais le casque en lui-même est une belle merde à mon avis. Hein. Je ne l'ai pas essayé, vous voyez, il est encore emballé. Bon, puis ça, c'était les différents petits sachets plastiques dans lesquels se trouvait notamment l'adaptateur secteur. Voilà. Ensuite, dans le grand compartiment, il y a... Alors ça, vous ne l'aurez que si vous aviez précommandé chez Wilgoo, c'est la petite lingette sympathique. Elle est assez grande en plus, ça change des petits morceaux de merde qu'ils nous mettent habituellement. Et puis bien sûr, on a la console en elle-même, qui est protégée par des plastiques que j'ai déjà enlevés, hein, un pour l'avant, un pour l'arrière. Et puis Wilgoo fournissait aussi un protège-écran anti-reflet que j'ai déjà monté, donc faites abstraction de ça dans la vidéo, vous allez voir l'écran anti-reflet, en réalité c'est une dalle brillante. Mais à la rigueur, je me suis dit que ce serait plus intéressant de filmer avec le protège-écran, parce que souvent, justement, dans mes vidéos, je suis obligé un peu d'orienter pour échapper à la lumière, etc. Donc en mettant un anti-reflet, on n'aura pas ce problème-là. Donc on va la sortir délicatement de sa petite pochette. Et voilà la console en elle-même. Donc vous voyez, on ne me voit pas parce que j'ai mis un truc anti-reflet. Enfin, on me devine un petit peu quand même. Donc on va faire un petit tour rapide de la console pour voir un petit peu ce qu'elle cache. Et puis ensuite, bien sûr, on va appuyer sur le bouton Power pour voir un petit peu comment ça marche. Bien, il est temps de nous attarder sur le design de la JXD S7800B. Et la première chose qui frappe, mais c'est pas forcément très évident de le voir dans une vidéo, c'est la taille de la machine. Elle est vraiment impressionnante. Pour que vous preniez bien conscience, voici à côté une PSP Go. Elle tient entièrement dans l'écran. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais je suis sûr que même verticale, je peux quasiment la faire tenir. Ouais, regardez-moi ça. C'est quand même un monstre. Elle est colossale cette console, elle est vraiment gigantesque. Bon, ceux qui ont eu la génération précédente, la 7300 ou l'Arcos Gamepad, ne seront pas plus étonnés que ça, mais pour les gens comme moi qui passent directement de la 5110, c'est-à-dire la première génération à 5 pouces, à celle-là, waouh, énorme différence. Ça ne ressemble à rien de connu dans le monde du jeu vidéo, hein. Vous pouvez oublier tout ce qui est, j'ai envie de dire récent. Je pense que la seule console qui s'approche
de près ou de loin de la taille de la 7800B, ce serait peut-être l'Atari Lynx. Sauf que l'Atari Lynx, elle avait un tout petit écran à côté de celle-ci. Ici, clairement, la majeure partie de la place occupée par la console est occupée par l'écran, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire, si possible avec le focus, merci la caméra, en commençant par la tranche du haut, et puis on va faire le tour jusqu'à finir par la tranche la plus intéressante, celle de devant. On va commencer donc par le dessus. Alors, ici, nous avons, dans le flou, si tu voulais bien faire le point, merci. Ici, nous avons donc la prise pour l'adaptateur secteur. Ici, nous avons la prise pour le casque stéréo. Ici, nous avons la prise micro USB pour se brancher à l'ordinateur. Attention, je le répète, vous ne pouvez pas recharger la batterie par ce câble, exclusivement par celui-ci. Et puis, vous avez donc la sortie HDMI pour brancher l'appareil à un téléviseur Full HD. Ça peut être intéressant si vous avez stocké des films là-dessus et vous voulez les voir en plein écran, ou même si vous voulez afficher votre jeu Android favori sur la télé en HD, ça peut être pas mal. Hein. J'ai pas testé, j'ai pas le câble adéquat malheureusement, mais j'ai vu notamment la démonstration officielle de la console, ça avait l'air de plutôt pas trop mal marcher. Il n'y a rien d'autre sur le dessus, à part bien sûr les deux gâchettes latérales. Encore une fois, si tu voulais bien faire le point, voilà. Ici, on a la gâchette L1, L2, et de l'autre côté, bien sûr, on a les gâchettes R2 et R1. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire qu'on a autant de gâchettes que sur une DualShock. Donc pour émuler notamment les jeux PlayStation, on ne sera plus obligé de faire des choix ou d'utiliser l'écran tactile. Ça, c'est une bonne chose. Sur la face inférieure, on n'a que deux petites choses, donc ça va aller très vite. On a l'orifice du reset, qui est donc, comme vous l'avez vu dans la notice également, l'orifice du micro. Et on a la fente pour mettre les cartes micro SD. Ici, j'ai mis une carte Kingston de 32 Go pour les besoins du test. Rien d'autre sur cette tranche-là, à part quelque chose qui doit être, j'imagine, un numéro de série. Voilà, donc on voit que c'est la 7800B. 2013-10, j'imagine que c'est la date de fabrication. 8 Go la capacité et 00715, ce doit être le numéro de série. Ce qui voudrait dire que JXD a au moins vendu 715 consoles déjà. Puisque j'ai précommandé cette console au mois d'août et je l'ai reçue fin octobre. Donc apparemment, JXD a reçu énormément de commandes et ils ont dû travailler dur pour pouvoir fournir tout le monde. C'est plutôt pas mal en général, quand quelque chose a du succès, c'est qu'il le mérite. Enfin, on va bien voir. Ici à l'arrière, on a le capteur photo de 2 mégapixels qui est une grosse bouse puante. Je vais faire peut-être une ou deux photos et vous les montrer dans le montage de la vidéo, mais vraiment, vous pouvez l'oublier tout de suite, ce truc. C'est une daube, il est nul, les photos sont floues, les photos sont trop sombres, on peut même pas faire le point, il n'y a pas d'autofocus, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment, il n'aurait pas été là, le capteur photo, il n'aurait manqué à personne. Hein. Par contre, j'aime beaucoup le petit logo Bug Droid à l'arrière, ça c'est sympa de la part de JXD de nous rappeler quand même que c'est Android qui anime ce genre de produit. On a le logo de JXD avec... Ah oui, alors si, il y a un truc que je voulais absolument vous montrer, c'est la petite phrase là. Design and produced by JXD in Shenzhen, China. Si ça, c'est pas un croche-patte au Design by Apple in California, je sais pas ce que c'est. Hein. Mais j'apprécie beaucoup JXD qui dit ouais nous on ment pas sur l'origine du produit, il vient de Chine comme l'iPhone, sauf que nous on le design aussi en Chine. Je trouve que c'est assez bien vu d'avoir marqué ça derrière. Je suis sûr qu'ils en ont fait exprès. Hein. Donc parlons un petit peu des contrôles qui se trouvent sur la face avant. Ici, on a le capteur photo de 0,3 mégapixels qui réussit l'exploit extraordinaire d'être encore plus pourri que celui de derrière. Là, c'est carrément l'obscurité la plus totale. On ne voit rien, enfin, on vous devine, on va dire. Bon, j'imagine que pour faire du Skype, ça suffira si vous êtes dans une pièce suffisamment bien éclairée. Encore une fois, il n'aurait pas été là, il aurait manqué à personne. On a les sticks analogiques, bien sûr, il y a le même du côté droit. Je reviendrai dessus au moment où on commencera à tester la console. La croix directionnelle, bien sûr. Le haut-parleur de gauche, il y a le même à droite. C'est du vrai stéréo, hein, ça ne crache pas juste le même son des deux côtés. Le bouton accueil, c'est le bouton accueil Android, en fait, le même que celui que vous avez au milieu de votre téléphone Samsung.
Le bouton pour lancer le mapping des touches, donc ça c'est plutôt une bonne chose d'avoir mis un bouton hard pour ça et de ne pas obliger le joueur à passer exclusivement par l'écran tactile. Et de l'autre côté, on a le deuxième stick. Alors je vais parler un petit peu des sticks, je vais vous le montrer de près ce stick. Il est plutôt de bonne qualité, il est texturé intelligemment, une sorte de petite texture gaufrée. C'est du plastique, il n'y a pas de caoutchouc, mais c'est pas mal foutu. C'est assez confortable. Ça ne pique pas le doigt et le doigt tient bien dessus, ça ne glisse pas. Enfin, pas trop, disons. Et puis, ils sont très précis, c'est-à-dire qu'à peine vous allez le pencher un tout petit peu, que ça va immédiatement réagir, ça c'est plutôt une bonne chose. La Nintendo 64, par exemple, est un vrai bonheur avec ses joysticks. Et puis, ils ont, ma foi, l'air plutôt solides. Je me suis un petit peu amusé à les maltraiter, à les bouger dans tous les sens, à appuyer dessus comme une brute, et ils n'ont pas bronché du tout. Le seul petit reproche, mais c'en est pas vraiment un, en jeu ça ne gêne pas du tout, c'est que quand on les penche vraiment à l'extrême, on peut voir que le plastique ne recouvre pas totalement l'ensemble. Donc c'est peut-être ça aussi qui inspirait pas des masses confiance à certains joueurs, mais n'ayez aucune crainte. En dépit de ce petit incident visuel, on va dire, le stick est vraiment génial. Aussi bon que le stick qu'on aurait sur une vraie console. C'est absolument parfait. Il n'y a aucun reproche à faire à ce stick. Il fait très bien le boulot. Moi j'étais un petit peu inquiet et en fin de compte j'ai été particulièrement séduit par ces sticks. Je pense même que c'est un meilleur choix que les Circle Pads. A priori, je suis pas le seul à penser ça, puisque Nintendo, qui avait prévu d'en mettre sur la Wii U, a fait machine arrière. Mais très bon choix de la part de JXD, ces sticks sont vraiment très très bons. Donc si vous aviez une inquiétude à ce niveau-là, vous pouvez vous la défaire. Alors, vous avez peut-être remarqué que le dessus tourne, en fait, si je le tourne avec mes deux doigts, mais il faut vraiment exercer une force. Je veux dire, quand vous êtes en train de jouer, ça ne vous posera pas du tout de problème. Absolument pas. Ça aussi, c'était une inquiétude que j'avais. Je me suis dit, oh là là, si jamais ça tourne. Mais en fait, ça ne tourne que si vraiment je force dessus. Et bon, j'imagine que ça lui confère une plus grande solidité de par le fait que le dessus n'est pas trop rigide. C'est-à-dire que si vous faites ça, par exemple, vous n'exercerez pas une force sur l'axe du stick, mais uniquement sur la partie en plastique en haut. Et ça, on s'en fout. Vous pouvez exercer une force dessus, ça n'a pas d'importance. Enfin bon, après là, j'ai mis des hypothèses. Je sais pas si les ingénieurs de chez JXD ont pensé à tout ça. Mais en tout cas, très bon stick. Aucun problème à ce niveau-là. Je m'attarde un peu là-dessus, mais c'est quand même important, les sticks. Je vais revenir dans un instant sur la croix directionnelle. Donc ici, on a les 4 boutons d'action qui sont de bonne qualité. Ils sont pas bruyants du tout. Comme vous pouvez le constater, c'est équivalent à ce qu'on trouverait sur une bonne manette de jeu. Ils ont une course tout à fait adéquate. La JXDS 5110, les boutons s'enfonçaient un peu trop. Ils s'enfonçaient de presque 1 centimètre. Là, quelques millimètres, enfin juste ce qu'il faut, c'est bien. JXD a manifestement corrigé les petites erreurs de jeunesse du précédent produit, c'est plutôt bon signe. Le haut-parleur de droite, donc. Ici, on a encore 2 boutons d'interface Android, retour et menu, qui sont également des boutons que vous avez certainement en bas de votre smartphone. Et puis, on a 2 boutons pour les jeux et les émulateurs, Start et Select. Voilà. Alors, un petit mot sur la croix directionnelle, puisque je ne me suis pas attardé dessus tout à l'heure. Elle est d'excellente qualité. Elle est, vous voyez, totalement silencieuse. Elle est souple et néanmoins précise. Et puis c'est ce que j'appelle un vrai plus. C'est vraiment la croix en forme de plus, comme on l'aurait sur n'importe quelle console Nintendo par exemple. Très très bonne croix, certainement l'une des meilleures que j'ai jamais vues sur ce genre de produit, et je dirais presque aussi bonne vraiment qu'une vraie croix directionnelle à la Nintendo. On sort, moi mon test, quand je teste les croix directionnelles, mon test c'est d'essayer d'enchaîner 2 ou 3 Shoryuken dans Street Fighter, et ben là, la croix directionnelle a passé le test avec succès. Les Shoryuken, les Hadouken, tous les coups spéciaux de Street Fighter sortent parfaitement bien du premier coup. C'est un réel plaisir de jouer avec cette croix directionnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le design de la console. Donc je pense que maintenant, il est temps d'appuyer sur le bouton Power et de voir un petit peu ce que la console est capable de faire. C'est parti!
Alors déjà, premier point positif avant d'allumer la console, en termes d'ergonomie, la console est un succès. Hein. Tous les boutons tombent bien sous le doigt, y compris les sticks. Les gâchettes latérales, bon, il faudra faire un petit effort pour atteindre les gâchettes du haut, mais vraiment pas grand chose. Hein. Notamment dans les FPS, si vous jouez avec le stick plus les deux gâchettes, ça ne posera aucun problème. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton et on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le constater, déjà, sur l'écran de verrouillage, alors je vais déverrouiller, hein, c'est que l'écran, ma foi, est fort joli. C'est un très bel écran IPS, lumineux, et encore là, je ne suis qu'à la moitié. Je vais essayer de vous montrer la luminosité. Voilà, elle est réglée qu'à la moitié. Je peux pousser beaucoup plus loin, hein, sauf que là, je ne suis pas allé assez vite. Je vais essayer de vous montrer quand même. Hop, vas-y. Ouais. Excusez-moi, hein, c'est pas évident de savoir où j'appuie, vu que là, je regarde pas la console en direct, mais le viseur de la caméra, donc c'est pas simple. Mais l'écran est très beau, les couleurs sont fidèles. Enfin, j'ai pas de sonde pour mesurer, mais en tout cas, les couleurs chères, par exemple, dans les quelques films que j'ai regardés, étaient ni trop rouges, ni trop palo. Non, c'était bien. Couleur naturelle. C'est fluide, il n'y a pas de rémanescence et le pitch est très très bon. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je vais essayer de zoomer. Attention, c'est pas évident. Je vais essayer de zoomer au maximum sur une icône pour essayer de vous montrer un petit peu le pitch de l'écran. Essayer de vous faire apparaître la matrice de pixels. Mais vous voyez, l'écran est vraiment très bon. J'arrive même pas à... Ah si, ça y est. Est-ce qu'on distingue les pixels en me rapprochant encore un petit peu ? Ouais, on les distingue, mais il faut vraiment se coller la rétine sur l'écran. Je crois que j'avais calculé que le PPI était à quelque chose comme 215, ce qui est quand même pas mal pour un produit qui ne vaut que 129 € à la base, quoi. Hein, donc voilà, on va dézoomer, on va revenir en vision normale. Donc quand vous regardez l'écran à une distance standard, vous allez être vraiment bluffé par sa qualité. Pas moyen de voir les pixels en matrice à l'œil nu à une distance standard. Donc voilà, alors là, ne vous attardez pas trop sur l'interface parce que j'ai installé un launcher, hein. Là on est sur Apex Launcher, mais de toute façon l'interface de base est très proche de celle-ci. C'est du Android nu à deux petits détails. J'ai repéré deux choses qui ont été surcouchées. Moi j'appelle ça comme ça quand on met une surcouche. C'est les paramètres. Alors je vais aller vous montrer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Pardon, excusez-moi. Voilà, hop, paramètres, tac. Ici, en fait, les icônes ne sont pas celles d'Android de base. Enfin, je crois pas. Je peux dire une bêtise, mais il me semble pas. Hein. Il me semble que dans la version Android de base, elles sont pas colorées comme ça. Et puis, il y a des petites choses qui ont manifestement été rajoutées, comme screenshot setting, des choses comme ça. Et puis, surtout, évidemment, la chose qui a été surcouchée le plus, c'est la présence de ce bouton pour le mapping des touches. Je vais essayer de vous le montrer de près, voilà, qui est en fait une répétition de celui-ci en hard. Et surtout, l'autre bouton ici, qui est très intéressant, permet de cacher cette barre en bas de l'écran entièrement. J'appuie et hop, la barre est masquée, tac. Ce qui me permet de gagner 8% d'affichage en plus, ce qui, bon, pour l'interface de base d'Android n'est pas forcément très intéressant. Mais quand on joue à certains émulateurs, ça apporte un réel plus. On va en parler tout à l'heure, quand on va tester les jeux dans le détail. Ça, c'est à mon avis le plus gros point positif de cette console. Quand vous la comparez à la Gamepad 2 d'Arcos, par exemple, qui n'a pas tous ces boutons hard ici, vous ne pouvez pas masquer la barre, donc vous perdez en permanence, y compris sur les émulateurs, de 8 à 15% d'affichage. Et oui, alors je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, ça c'est variable, le chiffre est variable, mais vous allez voir que il y a un réel avantage à avoir ces 3 petits boutons hard. C'est rien du tout, 4 en comptant le bouton de mapping des touches. 4 petits boutons hard, ça ne coûte pas très cher à mettre, mais c'est un réel avantage. Par contre, si vous regardez cette vidéo en ayant à l'esprit la Gamepad 2 d'Arcos, c'est vrai que les deux consoles ont le même contenu. D'ailleurs, je vais parler de la fiche technique dans un instant. Elles ont le même processeur, la même quantité de RAM, le même écran, avec la même résolution, la même qualité de restitution. Les contrôles sont grosso modo les mêmes, sauf qu'au lieu d'avoir des sticks, on a des circle pads. Mais
Donc, il n'y a pas ces boutons hard et donc on ne peut pas masquer la barre. Donc ça va être le point positif de la JXD. Par contre, le point négatif de la JXD par rapport à la Gamepad 2, c'est l'absence du Bluetooth. Il y a le Bluetooth dans la console d'Arcos, mais pas dans celle-ci. Sachez-le, si vous hésitez entre les deux produits, le plus de celle-ci, c'est la présence des boutons hard et la possibilité de masquer la barre. C'est clairement le gros plus de la JXD par rapport à la Arcos. Mais le plus de la Arcos, elle a le Bluetooth. Ce qui vous permettra par exemple de connecter une manette de PlayStation 3, une DualShock, et de pouvoir jouer à deux entièrement sans fil. Chose qui n'est pas réalisable sur la JXD. Donc, parlons un petit peu de la fiche technique. Cette console est animée par un processeur Rockchip 3188. C'est un processeur quad-core à théoriquement 1,8 GHz, mais dans cette console, il tourne à 1,6. Un tout petit peu plus, 1,616 si je ne m'abuse. On a 2 Go de DDR3, ça c'est plutôt inhabituel, on aurait plutôt eu tendance à penser qu'il n'y aurait qu'un seul giga, bah non on en a 2, c'est plutôt une bonne surprise. Il y a pas mal de smartphones moyens, voire même haut de gamme, qui n'en font pas autant. On a donc l'écran 7 pouces, il fait 1280 par 800. Je crois que il fait 1280 par 720 quand on enlève les pixels de la barre en bas. Là, il me semble que la barre en bas fait 80 pixels. Ce qui permet donc d'avoir une résolution standard 720p. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. En termes de stockage, on a 8 Go de mémoire, dont environ 6 seront accessibles à l'utilisateur, un tout petit peu plus. C'est pas beaucoup, c'est clairement pas assez même pour une console de jeu. Enfin, pour quelque chose qui a vocation à installer des jeux, c'est vraiment très très petit. 8 Go, bon, si vous voulez juste installer Fruit Ninja, Angry Birds et Cut the Rope, il n'y a pas de problème, ce sera amplement suffisant. Mais quand vous allez commencer à installer de gros jeux volumineux, comme celui-ci par exemple, là, Modern Combat 4 de Gameloft, très très bon jeu d'ailleurs, soit dit en passant, vous allez vite vous retrouver avec trop peu de mémoire. Il y a des jeux même gratuits comme Real Racing 3 d'Electronic Arts qui mangent eux aussi beaucoup de mémoire. Donc si vous commencez à accumuler beaucoup de jeux comme ça, gourmands en mémoire, vous allez remplir en très très peu de temps la mémoire interne de la console. Et là, c'est là qu'il y a une grosse mauvaise nouvelle. Nativement, depuis la console, il est impossible de transférer des contenus des applications dans la micro SD. Il vous faudra impérativement télécharger une application pour le faire. Moi, j'ai utilisé Foldermount, mais je pense que la plupart des gens utiliseront plutôt Directory Bind. Mais c'est dommage que JXD n'ait pas intégré ce genre de logiciel dans l'appareil, parce qu'il devrait bien se douter chez JXD qu'avec 8 Go, enfin 6 seulement, on va être vite étriqué. C'est le point noir de cette console. C'est a priori le seul que j'aurais vraiment à souligner, mais il n'est pas négligeable. Alors l'écran est tout à fait sensible, parfaitement réactif, et est-ce qu'il est bien multitouche? On va essayer, on va lancer ce petit logiciel que j'aime bien, c'est une simulation de boule à plasma, voilà, et on va essayer 1, 2... Ah, évidemment, s'il y a une putain de pub qui vient faire chier. Ah non, c'est pas une pub, pardon. C'est une notification d'une autre appli, pardon. Excusez-moi. Tac, 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 ça m'aurait étonné puisque j'ai mis un bloqueur de pub. Donc vous voyez, les 5 points de contact sont bien pris en compte. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. JXD n'a pas menti. Voilà. Alors oui, je vous ai parlé à l'instant d'un bloqueur de pub. Donc je le précise, la tablette est pré-routée, elle est livrée routée. Heureusement d'ailleurs, parce que vous aurez besoin de quelques petites bidouilles. Tout à l'heure on a parlé de Foldermount, il faut être routé pour Foldermount, mais la tablette est livrée routée. Par contre, ce qui est dommage, c'est que la partition système de la tablette est remplie au ras-bord, ce qui fait que quand vous installez Adaway, par exemple pour virer les pubs, quelques instants après, quand vous voudrez télécharger les fichiers d'Adaway, ça marchera pas parce que comme la session système est pleine à mort, il a plus de place pour stocker ses fichiers. Donc moi, ce que j'ai fait avec Titanium Backup, j'ai désinstallé Chrome.
Ça a libéré 24 mégas et avec ça j'ai pu me mettre mon Hadaway, j'ai pu me mettre qu'est-ce que j'avais d'autre qui avait besoin de télécharger des fichiers dans les mémoires. Ah bah Super SU bien sûr. Quand l'application se met à jour, il faut mettre les binaires à jour aussi, et pour mettre les binaires à jour, bah, il faut de la place en mémoire. Donc ce sont des petites choses comme ça qu'il faut savoir quand vous achetez ce produit. Il y aura des petits ajustements à faire, rien de bien méchant et c'est très facile, tout le monde peut y arriver. Mais sachez-le, c'est un produit qui nécessite quand même de pas avoir peur de faire 2 ou 3 petites manœuvres, on va dire, pour pouvoir vraiment en tirer la quintessence. Je vous rassure, hein, si vous n'êtes pas du genre à mettre les mains dans le cambouis, vous pourrez quand même très largement profiter du produit. Bon, bah vous pourrez pas mettre le bloqueur de pub, c'est pas dramatique. Le root, eh ben, il suffit de ne pas mettre à jour Super SU et il continuera à fonctionner très bien. Donc on peut se servir de la console sans mettre les mains dans le cambouis, mais on peut aussi mettre les mains dans le cambouis, et à la rigueur c'est plutôt une bonne chose, puisque au moins bah, les utilisateurs qui ont les capacités pourront vraiment exploiter leurs produits au maximum. Voilà. Donc bah, maintenant je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur la console en elle-même. On va pouvoir enquiller directement avec les jeux. Hein. On va commencer peut-être avec les jeux Android, et puis on finira avec les émulateurs. Allez, c'est parti. Alors, un petit mot avant de passer au jeu à proprement parler quand même. Pour ceux qui se posent la question, oui, la tablette a un accès complet et natif au Play Store. Donc voilà, vous pouvez sans aucun problème aller sur le Play Store et télécharger ou acheter les applications qui vous font envie. Voilà. Allez, cette fois-ci, promis, on parle de jeu, et on va commencer avec Cordy 2, un jeu qui est intégré dans la console quand vous allez l'acheter. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec celui-ci. Et puis en plus, c'est un jeu qui est intéressant parce qu'on va pouvoir un petit peu, je vais pouvoir un petit peu vous expliquer le principe du système de mapping des touches. Donc Cordy 2, vous pouvez y jouer en appuyant sur les touches tactiles, comme ça, pour aller à gauche, à droite, et pour sauter, ça, vous connaissez ça par cœur, il n'y a pas de problème. Si vous avez déjà essayé le jeu sur un autre appareil, tout va bien. Mais vous remarquerez que moi, je peux aussi y jouer avec ma croix directionnelle, comme ça, et avec les boutons d'action, voilà, c'est celui-ci, sans aucun problème. Et en fait, le jeu n'est pas prévu normalement pour fonctionner avec les touches hardware. Donc c'est là qu'intervient le logiciel de mapping. Alors on peut y accéder par la touche tactile, mais moi je vais utiliser ma touche hardware, tac, et donc vous allez voir quand j'appuie là-dessus, voilà ce qui apparaît. Donc je vais vous le masquer, apparaît, masquer, apparaît. Vous voyez, c'est une sorte de superposition, et vous pouvez voir en fait que, par exemple ici, j'ai mes deux boutons tactiles, et quand j'appuie, je vois en fait une concordance, c'est-à-dire ici par exemple j'ai la flèche de gauche, et ben ça va correspondre à la flèche de gauche sur la croix. La flèche de droite va correspondre à la flèche de droite. Ici j'ai mes boutons, le bouton B va correspondre au bouton B ici. Et ainsi de suite. Je déplace en fait mes touches. Par exemple, si je veux déplacer celle-ci, je reste appuyé dessus et je peux la mettre où je veux sur l'écran tactile. Et ensuite, quand j'appuierai sur la touche basse, ça reproduira l'action qui aurait eu lieu si mon doigt avait appuyé sur cette zone-là de l'écran. Et puis on a le stick gauche et le stick droit. On peut les déplacer, on peut augmenter leur taille ou la réduire. Donc vous voyez là, le stick, je le mets plus petit ou plus grand. Voilà. Je peux carrément le désactiver ou l'activer si je veux. Bon, ça sert pas à grand chose à vrai dire, puisqu'il suffit de le mettre dans une zone où il se passe rien et il sera désactivé. Mais enfin, néanmoins, les sticks peuvent avoir parfois des comportements étranges. Donc, s'ils sont vraiment pas nécessaires, bah voilà, je peux les désactiver. Je sauvegarde, touc, et ensuite, je peux jouer à mon jeu avec mes touches hard. Et vous voyez, en fait, quand j'appuie sur gauche, le bouton ici s'allume comme si j'avais appuyé dessus. Donc voilà, et même chose pour le bouton d'action. Ce qui me permet de jouer à Cordy vraiment avec le même confort que si je jouais à Little Big Planet sur une PSP. C'est assez sidérant quand même. C'est vraiment bien foutu. Le logiciel, vous l'avez remarqué, hein, je vais vous le remettre à l'écran un court instant, est traduit en français. Voilà. Donc vraiment aucun problème à ce niveau-là. Le seul truc que je sais pas encore trop, c'est à quoi servent les étoiles ici en bas. Voilà. Est-ce que c'est de la sensibilité ou quoi ? Et il n'y a aucune doc là-dessus, donc est-ce que ça permet de donner une note au logiciel ? Peut-être. Est-ce qu'il est disponible sur le Play Store ? Je ne crois pas, je vois pas bien l'intérêt. Si on n'a pas la console, le logiciel seul ne fera rien du tout.
Non, je sais pas à quoi servent ces étoiles en bas, c'est le seul truc. Mais bon, à vrai dire, j'en ai rien à foutre. Ça n'empêche pas le système de très bien fonctionner. Voilà. Donc, pour Cordy, qui n'a que 3 touches tactiles, 4, puisque parfois il y en a une qui apparaît ici en dessous, l'intérêt peut sembler maigre, mais pour bien d'autres jeux, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Cinemora, par exemple, est un shoot'em up qui a fait son apparition, je crois, sur le Xbox Live Arcade et qui est arrivé peu de temps après sur Android. Ce jeu utilise, bien entendu, des contrôles virtuels dans le bas de l'écran. Donc, je vais lancer une partie et vous allez pouvoir mieux comprendre de quoi je veux parler. Bon, l'histoire, on s'en fout. Je vais accélérer tout ça. Je vais mettre un peu de son. Voilà. Donc vous voyez, j'ai des contrôles virtuels en bas de l'écran ici. Mais c'est vraiment pas très pratique, quoi. C'est pas adapté à ce style de jeu. Mais je peux utiliser mes touches hard. Et là, vous voyez, le stick bouge comme par magie en bas. Et en fait, c'est moi qui le déplace avec mon stick analogique. Et même chose, hein, si j'appuie sur le bouton de mapping, toc, vous pouvez voir qu'en fait, j'ai mappé les touches. D'ailleurs, tiens, je sais pas pourquoi le stick là, il est pas très bien mis. Voilà, bon, vous voyez une tolérance, hein, donc c'est pas dramatique à vrai dire. On va sauvegarder la modif, tac. Allez, on repart. Voilà, et c'est reparti. Ah, je crois savoir. C'est moi qui ai déplacé le stick virtuel tout à l'heure, non ? En me servant du tactile. Bon, peu importe, c'est pas grave. Ça n'a aucune sorte d'importance. Vous voyez, là, c'est quand même la classe, quoi. Je joue à Cinemora avec le même confort que sur le Xbox Live Arcade, sauf que je suis sur une console de poche. Alors parfois, certains jeux n'ont pas besoin du logiciel de mapping, parce qu'en fait, les touches sont pré-reconnues. Et en fait, il faut savoir que JXD, comme Arcos ou tous les autres, utilise le pilote HID Joypad pour leur contrôle. Donc en fait, si le jeu prend en charge le driver HID pour les manettes de jeu, eh ben, les contrôles sont directement reconnus. Donc là, c'est parfait. J'ai juste besoin de faire ma petite sélection et le jeu est immédiatement fonctionnel. Donc ici on se sert en fait des 2 sticks et des gâchettes. Je suis très mauvais en FPS console et en plus là je filme en même temps, donc je vais être certainement extrêmement nul. Mais ça va vous permettre aussi de juger un peu de la puissance de la console en termes de fluidité sur les jeux demandeurs comme ça. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même relativement fluide. Voilà, donc vous voyez, les sticks fonctionnent, je peux regarder autour de moi, hein, et puis bien sûr je peux tirer avec mon arme en appuyant sur les gâchettes latérales. Là ça recharge et je crois que ce bouton là, non c'est celui-ci, voilà, ça passe en mode sniper, etc. Donc vous pouvez voir que les sticks ont été reconnus sans que je fasse rien. J'ai même pas essayé d'appuyer sur le logiciel de mapping en fait. Ouais, bah, vous voyez, ça correspond, c'est vrai, aux touches de l'écran. Alors, est-ce que ça veut dire que la console avait déjà le paramétrage? Parce que moi, je ne l'ai pas fait. Hein. Mais en tout cas, le jeu a immédiatement reconnu les contrôles hard de la console. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais je tiens quand même à ce que vous sachiez que ce sont des exceptions. Hein. 9 fois sur 10, vous devrez passer par le système de mapping. Real Racing 3 fait justement partie de ces jeux où le framerate est un peu poussif et où on sent qu'un meilleur chipset graphique aurait quand même été le bienvenu.
Rien de dramatique, hein, vous voyez que ça reste quand même parfaitement jouable, mais incontestablement, la console a un peu de mal sur les jeux vraiment les plus puissants. C'est un petit peu dommage pour une console de jeu de ne pas avoir mis un meilleur chipset graphique, mais enfin bon, il faut pas oublier quand même qu'on est sur une console à 129 €, 189 pour les versions import ou pour l'Arcos Gamepad 2 qui a grosso modo la même puissance. Donc c'est pas dramatique. Vous voyez quand même que quand il y a un peu moins de voitures à l'écran et que les décors sont pas trop chargés, ça reste quand même largement suffisant pour pouvoir s'amuser. Mais voilà, je tenais quand même à le signaler, le chipset graphique il est un peu vieillot, c'est un chipset de l'année dernière, et donc parfois il a un tout petit peu de mal dans certains jeux quand la puissance requise est vraiment importante. Voilà, rien de bien dramatique, mais je tenais à le préciser. J'essaye de faire un peu de poussière, parce que ça a fait travailler le GPU justement. Enfin bon, je pense que vous avez pu voir un petit peu le framerate sur Real Racing.